J'ai commencé à les remarquer en marge, non pas dans les livres essayés d'histoire, au Saint-Étienne de Beauharide, et non dans les revues universitaires. Ouais, mais il arrive les photographies, de vieilles photographies, de celles avec ce grain sépia qui rend tout à la fois plus réel et plus incertain. Des photographies de gens, des personnes d'une taille extraordinaire, des personnes qui, selon le récit rassurant que nous avons hérité des limites physiques humaines et des constantes de l'évolution, ne devraient pas exister, et puis elles ont disparu. Pas progressivement, pas à cause d'un déclin documenté de la taille moyenne ou d'une lente dérive génétique que l'on pourrait retracer dans les dossiers médicaux. Ils ont tout simplement cessé d'apparaître. Vers 1800, peut-être 1850 au plus tard, les archives photographiques changent, les géants disparaissent, et plus j'examinais cette absence, plus elle semblait correspondre à autre chose. Un sujet que nous avons déjà abordé dans cette série, la disparition rapide du Tartare lui-même. La corrélation semblait trop précise pour être fortuite. Je tiens à être clair sur ce que je vois. Ce ne sont pas des artistes de cirque, ce ne sont pas les rares cas de mutation génétique que l'on rencontre encore aujourd'hui. Des personnes atteintes de gigantisme ou d'acromégalie, diagnostiquées et comprises. Il s'agit d'individus, souvent plusieurs sur une même photo, qui paraissent mesurer entre 2,1 et 2,7 mètres, parfois plus. Et ils sont photographiés non pas comme des curiosités, mais comme des membres à part entière de la société. On les voit en famille, sur des chantiers, vêtus d'uniformes de soldats, de paysans ou d'ouvriers. Ils semblent parfaitement intégrés à la vie quotidienne, ce qui témoigne d'une normalité tout à fait normale pour leur époque. Le motif se répète avec une précision troublante. Photographie prise en Sibérie vers 1870. 3 hommes se tiennent debout près d'un encadrement de porte standard. L'encadrement de la porte mesure 3,6 mètres de haut. Je l'ai mesuré en me basant sur les dimensions connues du bâtiment encore debout. 2 des hommes sont de taille normale. Le 3e doit se baisser légèrement. Il porte des vêtements de travail. Il a l'air de s'ennuyer. Il ne s'agit pas d'une photo mise en scène célébrant une anomalie. C'est une équipe de travail. Voici une autre image, celle-ci provenant de la frontière américaine et datée de 1883. Un groupe de cheminots, 7 hommes. 3 d'entre eux dominent les autres d'au moins 1 mètre. Vêtus de vêtements de travail, le visage fatigué, ils adoptent l'attitude décontractée de ceux qui travaillent. Non joués, non exposés. La banalité de ces images rend leur contenu d'autant plus extraordinaire et troublant à contempler. Et voici le plus étrange. Ces photographies existent en relative abondance jusqu'à un certain point, puis elles disparaissent. Pas lentement, pas à une fréquence décroissante. Elles s'arrêtent net, comme si un interrupteur avait été actionné, comme si les géants eux-mêmes n'étaient plus là pour être photographiés. Cela soulève une question simple, mais cruciale. Où sont-ils passés? Et c'est là que la coulée de boue devient impossible à ignorer. Nous avons documenté les preuves dans les épisodes précédents. Des villes enfouies sous des mètres de sédiments, des rez-de-chaussée transformés en sous-sol, des rues surélevées, des édifices entiers au niveau du sol, submergés et oubliés. Un schéma global qui semble indiquer un enfouissement catastrophique survenu entre le milieu et la fin du 19e siècle. Cette période coïncide presque parfaitement avec la disparition des géants des archives photographiques. Pas proche, pas approximativement, presque parfaitement. Je me suis demandé, et si le déluge de boue n'était pas qu'un simple événement géologique? Et s'il s'agissait d'une réinitialisation, un effacement délibéré, non seulement des bâtiments et des infrastructures, mais aussi des personnes qui les comprenaient, les êtres capables de les faire fonctionner, de les entretenir, de les expliquer. Et si l'ensevelissement physique de l'ancien monde coïncidait avec la disparition physique de ses gardiens, voyez ce qui subsiste. Il nous reste les vestiges d'édifices tartares, réaménagés, rebaptisés, leurs fonctions d'origine occultées ou oubliées. Il nous reste les fenêtres des caves et les rez-de-chaussée enfouis.
Nous avons toujours ces deux grandes portes, désormais assez larges pour des humains de taille normale, bien qu'elles paraissent toujours surdimensionnées, toujours excessives pour leurs fonctions supposées. Ce qui nous manque, ce sont les opérateurs. Les techniciens, les gardiens, les géants ont disparu. Et avec eux disparu le savoir-faire opérationnel de la civilisation qu'ils protégeaient des êtres susceptibles d'avoir entretenu, protégé, voire exploité les systèmes avancés que nous avons documentés tout au long de cette série. Les preuves matérielles convergent vers des opérateurs d'une taille et, vraisemblablement, de capacités exceptionnelles. Mais gardiens de quoi, au juste, et pourquoi auraient-ils dû disparaître? Considérons à nouveau l'architecture, non seulement son ampleur, mais aussi sa finalité. Ces bâtiments n'étaient pas simplement imposants. Leur sophistication semblait dépasser les capacités technologiques supposées de leur époque. Système d'énergie libre, si les théories sur l'électricité atmosphérique sont fondées, chambre de résonance harmonique, système de circulation d'eau et d'air perfectionné, structure construite avec une précision que les ingénieurs modernes peinent à expliquer et encore moins à reproduire avec les outils censés être disponibles au 19e siècle. La sophistication technologique semble délibérément conçue pour des opérateurs capables d'œuvrer à une échelle physique accrue. Et si ces géants n'étaient pas seulement les gardiens de bâtiments, mais aussi d'un savoir opérationnel, d'une compréhension qui ne peut être consignée par écrit ni facilement transmise, de celle qui exige une présence physique, une démonstration, une expertise incarnée, l'explication officielle s'effondre ici. Car si ces êtres ont existé, et les preuves photographiques semblent le confirmer, leur disparition soudaine remet en question les récits historiques conventionnels. On ne peut pas simplement faire disparaître une catégorie entière de l'humanité sans explication, sans archives, sans documentation sur les maladies, les conflits ou tout autre mécanisme de déclin des populations, à moins, bien sûr, que leur disparition n'ait été orchestrée, à moins que quelqu'un n'ait décidé de les effacer définitivement de l'histoire. Plus je me plongeais dans les archives historiques, aussi rares soient-elles, plus je constatais des schémas de rupture qui se concentrent autour de cette même période. Le milieu et la fin du 19e siècle ne furent pas seulement une époque de bouleversement politique ou de révolution industrielle. Ce fut une période de silence étrange dans les archives historiques. Des dossiers hospitaliers interrompus brutalement, des données de recensement devenues incohérentes ou tout simplement perdues, des années entières où certains types de documents sont tout simplement introuvables, non pas détruits par des incendies ou des guerres, mais simplement absents, comme s'ils n'avaient jamais été produits ou avaient été systématiquement supprimés. Les lacunes dans la documentation semblent trop systématiques et trop délibérées pour s'expliquer par une simple négligence ou un accident. Et c'est là que le bas blesse. Les documents qui subsistent se contredisent souvent. Détails inscrits dans les archives militaires qui semblent invraisemblables, des anomalies médicales mentionnées une seule fois puis oubliées, des références à des individus d'une taille inhabituelle qui apparaissent dans une source et sont totalement absentes d'un autre récit du même événement. Ces éléments suggèrent quelque chose de bien plus important que de simples erreurs de transcription. Prenons à nouveau les photographies, celles qui existent. Nombre de ces erreurs ont été corrigées dans les réimpressions ultérieures. L'échelle a été normalisée. Les individus de grande taille ont été ramenés à des proportions normales par un recadrage soigné ou plus récemment par manipulation numérique. J'ai retrouvé les plaques de verre originales et les ai comparées aux versions publiées. Les modifications sont indéniables. Quelqu'un s'est activement employé à faire disparaître ces images, ou du moins à les rendre moins anormales, moins impossibles. La volonté de normaliser ou d'effacer ces images semble systématique plutôt qu'aléatoire ou accidentelle. Pourquoi? C'est là que le mystère prend une tournure presque insoutenable. Car si la coulée de boue était un événement mondial, et tout porte à croire qu'il l'était, alors sa coordination implique quelque chose d'extraordinaire. Il est impossible d'ensevelir plusieurs continents sous des mètres de sédiments par de simples processus géologiques aléatoires. Pas simultanément,
pas avec la précision que l'on observe dans les vestiges architecturaux. Et si la disparition des géants était liée à cet événement, alors nous serions face à une éradication coordonnée d'une ampleur inimaginable. Un effort mondial pour effacer non seulement les individus, mais aussi leur mémoire, les supprimer des photographies, des archives, de la conscience collective. Les défis logistiques d'une telle entreprise auraient nécessité une organisation et des ressources qui n'existaient officiellement pas à l'époque. Ce schéma se répète à travers le monde. Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie, partout où l'on trouve de l'architecture tartare, on retrouve également cette même étrange lacune dans l'histoire de l'humanité. Cette même période où les individus de très grande taille disparaissent tout simplement des documents d'information, ni à cause de la guerre, ni à cause de la peste, ni à cause d'aucun des mécanismes habituels de déclin des populations. Ils ont juste disparu, et les sociétés qui subsistent semblent avoir collectivement convenu de faire comme si elles n'avaient jamais existé, comme si elles suivaient des instructions qu'elles ne comprenaient pas pleinement, comme si un scénario avait été écrit et que chacun avait son texte. Le silence était assourdissant. Son uniformité à travers les cultures et les continents est peut-être encore plus troublante. Revenons à ce que nous avons déjà établi concernant la technologie tartare. Les systèmes d'électrolyse atmosphérique, l'architecture à résonance harmonique, les mécanismes de purification de l'eau et de l'air intégrés à la structure même de ces bâtiments colossaux, tout cela exigeait une expertise particulière pour fonctionner et entretenir. On ne construit pas une machine aussi sophistiquée pour ensuite l'abandonner. On ne crée pas des systèmes aussi complexes sans manuel d'utilisation détaillé, programme de formation et plan de succession. À moins, bien sûr, que le savoir-faire n'ait jamais été destiné à être consigné par écrit, à moins qu'il ne s'agisse d'un savoir-faire oral détenu par des individus spécifiques capables d'interagir physiquement avec des systèmes conçus pour leur échelle et leur capacité. L'absence de documentation technique écrite ne signifie pas forcément des archives perdues, mais plutôt un savoir jamais destiné à être consigné par écrit. Des géants de 2,50 m, 3,70 m pouvaient atteindre des composants logés dans des plafonds qui nous paraissent aujourd'hui purement décoratifs. Ils pouvaient manipuler des mécanismes intégrés à des éléments architecturaux que nous avons réinterprétés comme purement esthétiques. On pouvait y construire à une échelle qui justifiait des bâtiments dont les proportions paraissent aujourd'hui excessives, inutiles et illogiques. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Ces bâtiments n'étaient pas surdimensionnés pour un usage humain. Ces bâtiments étaient parfaitement dimensionnés pour leurs exploitants respectifs. Et lorsque ces derniers ont disparu, ils sont devenus des musées d'une technologie désormais inaccessible. De magnifiques structures abritant des systèmes que nous ne comprenons plus, entretenus par des gardiens dont le nom a été oublié. Leur disparition a transformé une technologie fonctionnelle en une architecture inexplicable, une utilité en une simple esthétique et une curiosité historique. Ce qui me hante le plus, ce n'est pas la présence des géants sur les vieilles photographies, c'est leur absence dans les récits actuels. Le silence complet et absolu sur ce qui devrait être l'une des questions anthropologiques les plus importantes de notre époque. Où sont-ils passés? Pourquoi sont-ils partis? Qui a décidé d'effacer leur existence de l'histoire officielle? Ni pourquoi, ni quand, ni sous quelle autorité. Non. Comment? Comment coordonner un effacement global d'une telle ampleur? Comment convaincre, contraindre, voire forcer des sociétés entières à oublier toute une catégorie d'êtres humains? Comment maintenir ce silence à travers les générations, les cultures, les continents? Les mécanismes nécessaires à un tel effacement total suggèrent une coordination à des niveaux qui, officiellement, n'ont jamais existé. Le déluge de boue pourrait bien apporter un élément de réponse, un événement catastrophique, naturel ou provoqué, qui a littéralement enseveli l'ancien monde. Cela a contraint les survivants à se relever, à reconstruire, à se réorienter. Dans le chaos d'une telle réinitialisation, la mémoire devient malléable. Les récits officiels peuvent être écrits par quiconque détient le pouvoir et les ressources.
Et si les géants étaient spécifiquement visés, éliminés physiquement ou déplacés hors de portée de la société conventionnelle, alors le déluge de boue leur offrirait une couverture parfaite. On pourrait imputer leur disparition à la catastrophe et l'intégrer au traumatisme général de la réinitialisation. Attendez 1 ou 2 générations que les souvenirs directs s'estompent, puis niez tout simplement leur existence. Réécrivez les manuels scolaires, supprimez les photographies et attendez que le temps achève l'effacement. Je reviens sans cesse à une seule pensée. Quel savoir a disparu avec les géants? On nous dit que nous vivons à l'ère du progrès technologique sans précédent, que chaque génération surpasse la précédente, que le progrès est linéaire et inévitable. Et si nous vivions en réalité dans un âge sombre, et si les technologies perdues, les systèmes d'énergie libre, l'architecture harmonieuse, la compréhension sophistiquée de l'électricité atmosphérique étaient en fait supérieures à ce que nous possédons aujourd'hui? Et si nous confondions notre rétablissement après une catastrophe avec un véritable progrès vers de nouveaux horizons? Ces bâtiments semblent le confirmer, plus durables que les constructions modernes, plus économes en énergie, plus en harmonie avec les systèmes naturels, ils auraient été bâtis grâce à des technologies bien plus primitives que celles d'aujourd'hui. À moins que ce ne fût pas le cas, à moins que les bâtisseurs n'aient eu accès à un savoir que nous avons perdu, un savoir qui aurait pu être détenu et transmis par les gardiens mêmes qui ont disparu après 1800. Plus j'y regarde de près, plus il me semble que nous ne progressons pas vers un sommet technologique. Nous nous relevons d'une chute, cherchant à rassembler les fragments d'une sagesse que nous possédions autrefois, puis perdue ou qui nous a été dérobée. Et les géants le savaient. Ils étaient le pont entre l'ancien monde et le nouveau. Ils étaient le lien vivant avec le savoir tartare. Et lorsqu'ils furent éliminés, quelle que soit la manière dont cette élimination eut lieu, le pont brûla derrière eux. Nous sommes peut-être des orphelins de la technologie, peinant à redécouvrir ce qui était autrefois un savoir commun à un peuple disparu. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas sûr que quiconque en ait. Mais ces questions méritent d'être posées, même si, et surtout si, elles nous mettent mal à l'aise. Pourquoi les photographies cessent-elles d'être prises? Pourquoi les documents concernant des individus extrêmement grands disparaissent-ils des archives après une date précise? Pourquoi cette disparition coïncide-t-elle si précisément avec les coulées de boue que nous avons documentées? À qui a profité leur disparition? Quel système de pouvoir était menacé par leur existence, par le savoir qu'ils protégeaient? Et, plus troublant encore, si une telle effacement global et coordonné a été possible à l'époque, qu'est-ce qui empêche qu'ils se reproduisent? Quelles autres vérités ont pu être enfouies sous des mètres de boue et des générations de silence? Quelles expériences humaines vivons-nous actuellement sans en reconnaître l'importance historique? Les géants ont disparu. Les bâtiments restent vides et réaffectés. Et il ne nous reste que des fragments, des photographies qui semblent impossibles, des éléments architecturaux incohérents, des portes construites pour des corps qui, officiellement, n'ont jamais existé. L'histoire officielle nous dit que nous voyons des choses qui n'existent pas et n'existent pas, que nous cherchons des schémas là où il n'y en a pas, que les photographies sont mal interprétées, l'échelle est faussée, les preuves ne sont pas convaincantes. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Et cette absence, cette immense absence résonante là où devraient se dresser les géants, cette absence même est une preuve, un vide dans l'histoire. Un vide qui reflète exactement la vérité qu'on nous interdit de nous rappeler. Ce vide qu'ils ont laissé derrière eux est plus éloquent que n'importe quel document ayant survécu à leur effacement de notre mémoire collective. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué ces schémas? Partagez vos réflexions dans les commentaires, mais sachez que l'algorithme ne souhaite pas que ce sujet soit abordé. Les gardiens ont disparu. Le monde qu'ils protégeaient a été enfoui et oublié. Et nous nous retrouvons face à la question la plus simple, la plus essentielle. De quoi d'autre ne nous souvenons-nous pas? Qu'est-ce qu'on nous a appris à oublier?